Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de Mieux vivre, mieux être. Patrick Tremblay au micro. Et aujourd'hui, nous recevons à l'émission M. Jérémy Demé, humoriste. Oui. Et auteur. Oui. Du livre. La liste. La liste. Salut. Salut. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ouais. Je suis très content d'être avec vous. Hey, super. Ben, nous autres, on est contents que tu sois là. Puis pour ceux, justement, qui n'ont pas lu ton livre, La liste, c'est quoi là-dedans, la liste? Ça consiste à quoi? C'est comme le bucket list? Ou... Écoute, c'est une espèce de caisson à outils de tous les outils qui m'ont permis d'accéder à une vie meilleure. OK. J'ai fait une dépression en 2009 et j'ai commencé à beaucoup travailler sur moi et à beaucoup m'intéresser au travail personnel à ce moment-là. Et c'est devenu une passion. Parce que plus j'apprenais les outils, plus je les mettais en pratique dans ma vie et plus ma vie devenait simple et meilleure, autant intérieurement qu'extérieurement. Et donc je me suis dit un jour, vu que ça m'a aidé moi, ça va pouvoir forcément nécessairement aider d'autres gens qui sont ouverts à ce genre de choses-là. Donc je me suis dit, je vais écrire un livre avec tous les outils qui m'ont aidé à faire ça. Et puis je pense que j'ai eu raison parce que ce livre-là rencontre un succès que je pensais jamais qu'il y aurait. Écoute, on est rendu à 35 000 exemplaires vendus. Quand même, je savais pas. Ce qui est merveilleux parce que au Québec, les gens, en général, ne lisent pas. Ouais. Puis, mettons, être best-seller, c'est 3 000 exemplaires vendus. 35 000, c'est énorme. C'est beaucoup. Ouais. Et ça montre à quel point, je pense, ça répond à un besoin des gens de vouloir améliorer leur vie. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je viens sur des radios comme ici, pour prendre le temps de parler de ça. Mm-hmm. Tu sais, souvent, tu vas sur des radios, puis tu as 1 minute 30 pour parler de ce que tu veux parler. Et j'aime ça, venir ici, parce qu'on a le temps de jaser ensemble. Puis d'après toi, c'est qu'est-ce que les gens qui achètent ton livre, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? Oui, il y a des outils, mais qu'est-ce que tu penses que intrinsèquement ils vont chercher dans ton livre, des outils? Sinon, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un outil? Avant, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher une envie, un désir d'aller mieux, je pense. Mm-hmm. Tout le monde veut accéder à une vie meilleure. Je pense pas qu'il y ait personne qui se lève le matin et qui se dise « J'aimerais ça avoir une vie de marde. » Une journée de marde. Une journée de marde. J'aimerais ça, moi, avoir que des journées de marde. Je pense que tout le monde veut accéder à une vie meilleure, à une vie plus heureuse, plus saine, plus vibrante. Et puis je pense que ce livre-là, les gens vont chercher ça. Ça répond à... Je pense que n'importe quoi qui marche dans la vie, qui se vend, répond à un besoin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça répond à un besoin. Fait que je pense que ce livre-là répond à un besoin des gens de vouloir accéder à quelque chose de mieux dans leur vie, tout simplement. Et ouais. Puis quand tu l'as écrit, ton livre, tu l'as-tu écrit facilement ou ça a été quand même assez ardu? Ou comment... Ça a été très facile. OK. Parce que c'est des outils qui me passionnent et que je mets en pratique. Fait que ça a été très simple de mettre ça sur papier. Je pense que ça a pris 1 mois et demi ou un mois et demi pour que je l'écrive en travaillant ici et là. Quand même. Donc mais pas tous les jours, je veux dire. Ouais, 1 mois et demi, je travaillais 3 jours là, après j'attendais 4 jours, je retravaillais 2 jours. Fait que c'est pas vraiment long finalement. Et puis voilà, l'inspiration est venue vraiment rapidement et facilement parce que c'est une passion. Fait que j'ai rien forcé pour arriver à ça. Puis la dépression que tu as vécue, c'est en 2009? Oui. Est-ce que tu considères que ça a été pour toi un tremplin? Autant peut-être ça a été difficile, mais est-ce que tu considères que ta dépression, ça t'a servi ou qu'est-ce que tu as compris à travers ta dépression? En partant, je pense que chaque chose difficile qui nous arrive dans notre vie est là pour être un tremplin. C'est ça ma croyance à moi. Ma dépression, autant que toutes les épreuves difficiles de ma vie, ont apparu dans ma vie, je l'ai attiré dans ma vie pour grandir. Et cette dépression-là, oui, ça a été un tremplin merveilleux. Je remercie cette dépression-là parce que c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire ce travail personnel-là. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai une vie meilleure. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je peux éventuellement inspirer d'autres gens qui veulent accéder à une vie meilleure. Donc ça a été merveilleux cette dépression-là. Autant que ça peut être de la chenoute. Je sais pas si c'est une expression qu'on dit au Québec, de la chenoute. Beaucoup, la chenoute. La chenoute. Mais quand tu le vis, mais une fois que tu sors de là, puis tu utilises ça pour quelque chose d'autre. Et je pense que n'importe quelle épreuve peut être utilisée pour quelque chose d'autre. Et bien apparemment, ça sert à beaucoup de gens. Fait que oui, je remercie cette dépression-là. Puis quand tu étais dedans, t'es allé chercher de l'aide ou tu l'as surmonté par toi-même ou comment ça s'est passé? Je me suis ouvert à tout, Pat. Okay. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, je vais m'ouvrir à tout. Je vais dire oui à tout. Donc j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le sujet. J'ai commencé à voir plusieurs spécialistes. J'ai commencé à suivre des conférences. J'ai commencé à faire de l'hypnothérapie. Pour une révélation qui a été une vraie révélation pour moi. Ça m'intéresse. J'ai jamais expérimenté, mais ça m'intéresse. Donc l'hypnose, on va en reparler si tu veux. Et donc plein de choses comme ça. Je me suis ouvert à l'homéopathie. Je me suis ouvert, j'ai commencé à y avoir un chiro, c'est pour prendre soin de ma santé externe aussi, à faire du sport, à manger mieux, à me lever plus tôt, à méditer, à faire du yoga. Je m'ouvre à tout ce que la vie peut m'amener. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, si tu me parles à un moment donné d'un outil que tu as utilisé puis qui t'a servi, je vais être curieux puis je vais aller l'essayer. Je dis pas que je vais le faire continuellement parce que je sais pas que ça va m'intéresser continuellement. Mais t'es curieux. Mais je suis curieux d'aller essayer des choses pour voir ce que ça provoque chez moi autant intérieurement qu'extérieurement. C'est vraiment devenu une passion.
Et puis je pense qu'on peut continuellement apprendre. Tu sais, souvent on pense que quand on sort de l'école, vers 21, 22 ans, on n'a plus rien à apprendre. Je pense que c'est là où tu commences à apprendre. On a toute notre vie, on peut apprendre. Et moi j'ai 33 ans aujourd'hui, puis j'aurais envie d'apprendre jusqu'à 90 ans là-dedans, parce que je trouve ça passionnant. Puis à chaque jour, chaque livre, j'apprends quelque chose de nouveau qui m'aide à toujours aller vers un meilleur. Et puis pas que c'est une quête de toujours plus grand, parce que ça, c'est infini, mais c'est devenu une passion, puis j'aime ça. J'aime découvrir des outils, j'aime les mettre en pratique, j'aime éventuellement les partager aux gens si jamais ils veulent les entendre. Fait que oui, c'est une façon de vivre. OK. Puis qu'est-ce que, d'après toi, aujourd'hui, parce que on dit souvent dans notre société d'aujourd'hui que ça va vite, qu'il y a beaucoup de pression. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas complètement heureux? L'ego. Tu sais, l'ego, on a donné beaucoup de définitions de l'ego. Je pense que la meilleure définition que moi j'ai pu lire, c'est s'identifier à ce que tu as, à ce que les gens pensent de toi ou à ce que tu fais. Il y a tout ce qui est extérieur à toi. Et qu'est-ce qui fait que les gens veulent plus tout le temps? On veut plus tout le temps. On a tout le temps envie de plus grand, plus gros, plus lourd. On regarde le voisin, on se compare. On regarde les célébrités, on regarde l'argent, on regarde... Fait qu'on veut toujours plus, et c'est un trou sans fin. C'est comme si je te prenais un verre d'eau en plastique, je fais des trous dedans et je verse de l'eau. J'aurais beau verser 50 litres dedans, il n'y aura jamais 50 litres dans le verre. Il n'y aura jamais rien à la fin. Ça va se vider. Comme une passoire à pâte qui se vide. Passoire à pâte. On remplit d'eau, mais ça se vide automatiquement. Parce que l'ego est comme ça. L'ego a besoin de choses pour se remplir. Puis ensuite, une fois que c'est parti, il en veut plus, puis plus. Ça n'arrête jamais. Et on vit dans un monde gouverné beaucoup par l'ego, qui est selon moi utile à l'être humain, mais en même temps c'est un poison parce que ça nous force à vouloir toujours plus. C'est la contrepartie. Puis tu sais, je me dis, si tu peux pas être heureux avec ce que tu as aujourd'hui, en quoi tu vas être heureux quand tu auras plus? Tu vas jamais être heureux. C'est infini. Si tu as 1000 $, mais tu n'es pas heureux, quand tu auras 10 000, tu vas pas être le plus heureux, puis 100 000, puis je veux dire, si tu n'es pas heureux maintenant, tu vas toujours vouloir plus. Fait que je pense que c'est la course vers le plus qui nous rend malheureux. Et surtout l'accrochement à nos désirs. On en parlait tout à l'heure, toi et moi, Pat. C'est Bouddha qui a dit cette belle phrase. Il disait, c'est pas les désirs qui rendent les gens malheureux, c'est l'accrochement à leurs désirs. Il n'y a pas de mal à vouloir des choses dans la vie. Il n'y a pas de mal à vouloir de l'argent, à vouloir une belle montre, à vouloir une maison, à vouloir une belle... Il n'y a aucun mal à ça. It's nice. En anglais, on dit it's nice to have nice things. Puis excusez mon accent anglais mitigé. Non, mais j'ai vu le H, il était bien prononcé. T'as fait the things. Fait qu'il n'y a pas de mal à avoir des belles choses. Ce qui est, je pense, néfaste pour l'être humain, c'est d'être accroché à ces choses-là. À partir du moment où tu perds ces choses-là et que ça te rend malheureux, c'est là où c'est néfaste pour toi. Mais si tu es complètement détaché de ça, mettons que tu as une belle voiture puis que demain elle explose ou elle brûle, mais tu c'est cool. J'ai eu une belle voiture. J'ai une belle voiture. Ou tu as des belles lunettes puis tu les perds. Maintenant elles sont à quelqu'un d'autre. Puis j'espère qu'elles vont servir à quelqu'un. Arriver à vraiment se détacher des choses, je pense que c'est un des secrets du bien-être, je pense. Puis là, tantôt, un peu plus tôt, tu parlais de l'ego. Puis je suis curieux parce que tu es humoriste avant tout. C'est ton premier job. C'est quand même un monde d'ego. Le monde de l'humour. Je veux savoir comment tu réussis à composer avec ça. Parce que c'est sûr qu'à travers les gens que tu rencontres dans le milieu de l'humoristique, il y a quand même des gros égos. Comment Jérémy s'en sort à travers ça? Ben, je pense c'est le milieu de l'humour, mais la vie en général, tout le monde est gouverné par l'ego. Mais comment je m'en sers à travers ça? Ben, juste en étant moi. Fait que je ne vais pas nécessairement rentrer là-dedans, juste en étant moi et en étant ce que je veux être. Puis naturellement... j'essaie de ne plus me faire atteindre, de me laisser atteindre par les choses ici et là, puis juste, je sais pas, vivre ma vie comme un ruisseau. Tu vois, le ruisseau, fluide. La fluidité qui fait que je veux plus dans ma vie me faire chier, je veux plus forcer, je veux que ça coule. Comme Bruce Lee disait, là. Comme Bruce Lee disait. Fait, comme je te disais, Pat, avec tous les outils que j'ai appris dans ma vie et que j'ai intégrés, aujourd'hui, je ressens une certaine paix, une certaine sagesse qui fait que j'ai envie de voir ma vie un peu comme un ruisseau, comme tu disais avec Bruce Lee. Je veux plus de forcer, je veux plus me faire chier, je veux que ça coule. Si ça coule pas, c'est pas fait pour arriver. Si ça marche pas ou si moyennement je force pour arriver à peu importe quel projet fonctionne, ça veut dire que je suis prêt à lâcher prise. J'ai plus de problème à lâcher prise sur n'importe quel projet, peu importe le montant d'argent. Si ça me plaît pas et puis que ça marche pas, ben let's go. Il y a un de mes amis qui dit c'est comme aller aux toilettes. Si tu forces puis ça sort pas, ça sert à rien de forcer, donc ça vient. Il faut que ça soit naturel, autrement dit. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit naturel. Je te remercie, Pat, pour la comparaison. Puis quand, au niveau de la fluidité comme la rivière, cette comparaison-là, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans ton corps? C'est logé dans ton corps, tu es à l'écoute de ça pour savoir si ce projet-là, il est fluide, cette personne-là que je viens de rencontrer, c'est facile. Je sais pas, peu importe les événements, les personnes que tu rencontres, comment tu fais pour le savoir si la fluidité est là?
Avec un ressenti, je pense. Mhm. Ça, je ressens ça depuis à peu près 2 mois. C'est vraiment ce vrai... Tu sais, j'ai beaucoup mentalisé le lâcher-prise, j'ai beaucoup parlé dans ma vie de lâcher-prise, j'ai jamais vraiment ressenti le lâcher-prise. Et aujourd'hui, je le ressens. C'est-à-dire, comme je te dis, j'ai plus aucun mal à laisser partir les choses. OK. Mais au niveau de choisir si un projet est bon pour moi, je pense que c'est une réflexion. C'est à chaque fois demander tous les facteurs de quelque chose qu'on me propose, en quoi ça consiste, que ça va être, etc. Penser, si ça résonne, je vais le faire. Si ça résonne pas, je vais attendre un peu. Puis sinon, je le ferai pas. Et puis dès que, entre guillemets, une négociation est embarquée, mais que ça bloque, je fais, ça bloque, j'ai pas envie que ça bloque. Mhm. Ça bloque, j'ai aucun problème à... La vie, je crois vraiment aujourd'hui à l'abondance. Tu sais, un ruisseau, il y aura jamais plus d'eau. Là. Des fois, il y en aura moins, des fois, il y en aura plus, mais il y en aura toujours qui va couler. Fait que je crois à cette abondance-là. Le je mouvement ressens aussi. le mouvement. Ouais. Fait que je ressens cette abondance-là dans ma vie. Fait que je me dis, si c'est pas ça, ça va être autre chose. Puis c'est pas grave, j'ai aucun problème à laisser partir les choses. Peu importe ce que c'est aujourd'hui. Puis avant, tu vois, j'étais agrippé. J'étais agrippé avant aux émissions de télé. J'étais agrippé aux projets. J'étais agrippé. Puis ça me rendait frustré, ça me rendait impatient, etc. Puis aujourd'hui, ça a plus d'importance. Okay. Vraiment. Il y a plus rien d'extérieur, à part mes relations humaines que j'ai avec les gens que j'aime, qui ont vraiment d'importance. Relié au travail, l'argent, etc. Ça a plus de l'importance que ça avait avant. J'aime en faire, j'aime en avoir, j'aime faire des projets, ça c'est évident, mais je suis plus accroché à aucun projet. Puis, est-ce que physiquement, si tu vas à une rivière, te baigner dans une rivière, tu sens-tu que ça peut te ressourcer? Écoute, mon jardin, j'ai un ruisseau dans mon jardin. Ah ouais? Je suis assez privilégié pour avoir ça dans ma vie. J'avais toujours voulu visiter des maisons il y a à peu près 1 an, puis je voulais une fontaine. Dès qu'il y avait une fontaine, je l'achète. C'est une fontaine même artificielle. Là. Ouais. Et j'ai acheté une maison où il y a un ruisseau qui coule dans le jardin. D'ailleurs, je suis jamais allé me baigner dedans encore. Je suis pas encore allé dedans. Mais on dirait que ça coule, ça fait couler les choses en moi, ça aide à ça, bizarrement. Puis juste le son, j'imagine aussi, ça te... Ça donne envie de pisser, ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une question. J'étais pour dire, ça va t'apaiser, mais non, ça me donne envie de pisser. Super. Est-ce que tu considères que tout ce que tu fais dans la vie, c'est de la nourriture? Oh, c'est une bonne question. Est-ce que tu peux préciser ta question? C'est-à-dire, est-ce que chaque film que tu regardes, chaque livre que tu lis, les gens que tu rencontres, les événements qui t'arrivent, c'est comme de la nourriture pour toi? C'est une très bonne question, Pat. Je te remercie de la poser. Je pense que oui. Je pense que chaque chose qu'on se met dans la tête ou qu'on vit est de la nourriture bonne ou moins bonne. J'avais lu un jour que c'était pas bon de regarder des films d'horreur ou avant de se coucher, puis j'essaie de le respecter. Ça arrive que je flanche pas, ça arrive. Mais effectivement, tout ce qu'on rentre ou toutes les choses ont un impact sur nous. Nos émotions ont un impact sur nous. Tout a un impact effectivement sur nous, oui, bien sûr. As-tu déjà écouté un film d'horreur sans musique? Ça aide beaucoup. Parce que non! C'est vraiment la musique qui joue le rôle de faire peur. Parce que sinon, t'enlèves la musique, c'est complètement absurde. Ça va être moins bon. Tu vois comme quelqu'un qui met des émotions, qui a peur, mais tu comprends pas trop pourquoi. T'as déjà regardé un film d'horreur sans son? Oui, je crois que oui, il y a longtemps, quand j'étais adolescent. C'est moins peur, hein? Oui. T'as moins peur. Hein? Avec mon frère. On riait comme des fous. Ou des films traduits, mais vraiment pas très bons. OK. Au niveau de l'humour, Jérémy fait un spectacle. Tu fais ton one-man show depuis maintenant, quoi, 2013? Là, on l'a terminé il y a 2 mois, 3 mois. Et j'adore ton titre. Peux-tu le dire aux gens, s'il te plaît? Ça arrête plus de bien aller. Super. Puis, Jérémy, je veux savoir, avant un spectacle, comment te sens-tu? Complètement zen. Moi, j'ai pas la... Les gens me demandent... Il y a beaucoup d'humoristes qui sont nerveux. Moi, je suis pas du tout nerveux. OK. Des fois, il m'arrive d'être nerveux quand je vais essayer des nouvelles affaires. Ouais. Dans des bars parce que c'est nouveau, puis il y a une espèce d'excitation / nervosité. Mais sinon, j'ai aucune... je suis assez zen d'aller sur scène. T'as pas de rituel avant ou quoi que ce soit? Je parle à mon papa, OK. Qui est décédé quand j'avais 8 ans. Je lui parle, je lui dis un petit mot de 4-5 secondes pour lui demander d'être là et puis d'être avec moi. C'est un peu mon rituel. Mais autre ça, j'ai pas de... Je suis assez zen, je suis assez... tu sais, je monte sur scène pour faire rire des gens. Mm-hmm. Ouais. J'ai pas la pression de rien. Les gens viennent passer un bon moment, je vais faire de mon mieux, puis voilà. Tu sais, je veux dire, c'est un milieu où on se met, puis on en parlait, toi et moi, on se met beaucoup de pression. Tu vois, là, j'ai fait un premier show, puis je suis en train d'en écrire un deuxième, puis il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah, le deuxième, la pression du deuxième, les gens t'attendent. » Non, toi, tu m'attends. Moi, je t'attends pas, dans le sens où moi, je fais ce que j'ai à faire parce que j'aime le faire. J'aime aller sur scène, j'aime me faire rire, mais j'ai aucune pression du deuxième, ou je m'en fous. Je fais ce que j'aime. Puis tu vas aimer ou tu vas pas aimer, ça c'est ton opinion, puis t'as le droit. Puis voilà, et moi je fais ce que j'ai à faire, puis j'ai aucune pression de... On va mourir, Pat. On va mourir. J'ai 33 ans, dans peut-être 50 ans, je serai plus là. Fait que c'est ça le big shot, c'est ça le gros... La grosse pression. Pas la grosse pression, mais le big picture, comme on dit. Ouais. Monter sur une scène pour faire rire des gens,
c'est plus une pression. Ça relativise. Ça relativise, oui. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont aimer, il y a toujours des gens qui vont pas aimer ce que tu fais. Fait que c'est tout. Tu fais ce que tu as à faire parce que tu aimes le faire. Puis voilà, la vie fera le reste, tout simplement. Puis donc, tu es vraiment en préparation du deuxième show, justement. Tout à fait, qui va sortir en 2017. Sais-tu à peu près quand? C'est-tu dans à l'automne. À l'automne. À l'automne 2017, la sortie officielle. C'est déjà commencé? Tu as déjà commencé l'écriture? Oui, bien sûr. Non, je suis bien amorcé. Je suis très content de ce que je fais. Tu as des collaborateurs précieux avec toi ou tu travailles seul? Non, je travaille avec 2 personnes, un qui s'appelle Gilles Cormier et un qui s'appelle Alexandre Douville. Et c'est ça. Les 2 que je connais. Tu connais bien? Oui, j'adore. Cool. J'adore les 2. Puis Alexandre, je trouve qu'il a vraiment un humour délicieux. Il est féroce, mais hyper intelligent en même temps. Tu as 2 bons collaborateurs à tes côtés, ça c'est clair. C'est cool. Puis c'est ça, tantôt, tu as écrit ton livre, puis on parlait en coulisses que ça arrive que tu fasses des conférences. Oui. Puis, t'aimes ça aussi, des conférences? J'ai commencé à en faire et j'ai adoré ça. Autant que j'aime faire de l'humour. J'ai découvert que parler à des gens comme ça et pas nécessairement aller chercher un rire, parce qu'en tant qu'humoriste, on va chercher des rires. Mm-hmm. Et pas avoir de rire après 30 secondes, ça peut nous déstabiliser. Ouais. Et justement, c'est un exercice que j'adore. Et j'ai adoré ça. Tu vois, au début, je me suis dit que j'allais faire une demi-heure parce que j'avais plus d'inspiration. Ça a duré 1h20. Je fais trop long par rapport à ce qu'on m'avait demandé parce que j'étais dedans et j'ai trouvé ça merveilleux. Fait que j'ai essayé de commencer à en faire régulièrement parce que j'aime ça. Tu sais, maintenant, je fais les choses pas parce que j'aime les faire. Mm-hmm. Avant, je faisais les choses par besoin de reconnaissance, je faisais les choses par envie de faire du bien. Et aujourd'hui, dans ma vie, je vais juste faire les choses parce que j'aime les faire. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je vais faire des choses, parce que j'ai envie de les faire. C'est tout. Est-ce que tu penses que ton show actuel qui existe encore, ton one-man show, est exportable en France? Parce que tu viens de France, pour ceux qui ne le savaient pas. Est-ce que ton show il est exportable ou tu penses que c'est vraiment très québécois comme contenu? Je pense qu'il y a des référents québécois, bien entendu, mais je pense que l'humour est universel. Mm-hmm. Tu sais, moi, je fais pas un humour de politique ou d'actualité. Je fais un humour de vie. Donc, si tu parles de couples, que ce soit au Québec ou en France, c'est les mêmes couples. On vit toutes les mêmes situations dans le monde entier. Donc je pense que oui, c'est exportable avec un petit peu d'adaptation. Ouais. Mais comme l'accent, je l'ai déjà, j'aurais moins de problèmes pour me faire comprendre. Mais oui, c'est exportable. Puis d'ailleurs, je suis curieux un jour d'aller voir ce qui se passe avec ça. Tu l'as pas fait encore? Je suis allé faire des shows ici et là, mais j'ai pas investi beaucoup d'années là-dedans pour vraiment complètement. Mais je pense que je vais essayer. Ça serait, Par curiosité. J'imagine, Ouais. Parce que c'est jamais arrivé qu'un humoriste français commence ici puis ensuite veuille s'exporter dans son propre pays. Tu sais, souvent, on va s'exporter, Ouais, exactement. Souvent, et puis c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, t'as pas peur aller en France de tout recommencer ?» Mais non, venir ici, c'est ça le plus dur. Arriver dans un pays étranger, pas de visa, pas d'expérience, pas de connaissances, ça, c'est difficile. Rentrer en France avec tous les gens que je connais, avec mon expérience, ça va être facile. Je sais que c'est l'inverse. Ouais. C'est marrant parce que les gens voient la difficulté plus que la difficulté que j'ai eue à percer ici, finalement. Mais justement, quand tu as pris la décision en France de venir au Québec, c'était quoi ta vision à ce moment-là? Puis est-ce que les gens de ton entourage t'ont encouragé ou ils te trouvaient un peu bizarre de prendre ce risque-là? Ma mère a eu peur parce que devenir humoriste... clown, qu'ils appellent, à 8000 km de chez toi, quand t'es une maman, c'est apeurant, tu sais. Ouais. T'as envie que ton fils ait un travail stédé avec un salaire. Et un jour, quand je suis arrivé ici, je suis tombé amoureux de ce pays et je lui ai dit, je veux rester ici. Je veux rester ici, je veux apprendre l'humour. Et finalement, après 6 mois, j'ai dit, je vais rester ici toute ma vie. C'est mon pays maintenant. Tu l'as senti rapidement? Je l'ai senti rapidement et c'est vraiment devenu mon pays. Je me sens plus québécois que français. OK. Tu sais, j'ai eu mon passeport il y a 2 ans, donc je suis vraiment canadien. Québécois, mais officiellement c'est canadien. Mais je me sens vraiment un des vôtres. À part l'accent de marde qui est resté. Hey! Qu'est-ce que tu parles, toi, là? C'est même pas un accent québécois que j'ai fait. À part l'accent français cul de poule qui est resté, je me sens humainement, profondément québécois. Je me sens québécois. C'est ça, ça fait partie de moi. Et puis je suis fier des Québécois. Oh, excusez, ça c'est l'alarme incendie. C'est ta mère qui te dit, mon fils. Qui me dit, Jérémy, reviens, ton accent n'est pas si mal. Mais pour vrai, je me sens profondément chez moi ici. Okay. C'est devenu mon pays, Pat. Et je me suis fait accepter par les gens, je me suis fait accepter par le public, je me suis fait accepter par le milieu de l'humour. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté. Je me sens à ma place. Mais est-ce que ce sentiment-là que t'as maintenant en toi, est-ce que même avant d'arriver au Québec, plus petit, Jérémy plus petit, avait déjà cette vision-là de venir, j'aimerais ça venir voir ce continent-là ou pas du tout? C'est arrivé sur le tard? Pas du tout. J'avais un stage de fin d'études à faire
quand j'avais 22 ans et je devais le faire à l'étranger et je savais que je voulais devenir humoriste. Je suis venu à Montréal parce qu'il y a le festival Juste pour rire. Mhm. Et voilà, et je suis tombé amoureux de ce pays, ça a été un coup de foudre et ma vie a changé à ce moment-là. T'as tombé amoureux ou tu t'es élevé en amour? C'est quoi la différence? Ben, quand tu tombes, tu te fais mal. Quand tu t'élèves, tu voles. Ah, c'est beau ça, je me suis élevé en amour. J'aime beaucoup cette formulation. J'aime ça dire ça maintenant aux gens. Au lieu de tomber, ben, élève-toi, ça va faire moins mal. Ouais, je me suis élevé en amour. Je suis curieux. T'as écrit un livre, Oui. La Liste. Un livre qui t'a marqué, que t'as relu, par exemple, plus qu'une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te monte spontanément? Tu sais, c'est pas obligé que ça soit comme le livre, mais s'il y a quelque chose que tu dis, ah, ce livre-là m'a apporté beaucoup, ce livre-là me nourrit, justement. Écoute, j'ai lu un livre dernièrement Ouais. qui a changé mon couple, OK? qui a changé ma vision du couple. C'est un outil si simple et pourtant si merveilleux. Ça s'appelle Les 5 langues de l'amour. C'est Gary Chapman, je crois, qui a écrit ça. OK? Et il explique que souvent, on aime les gens, puis dans le couple, hein, on aime les gens de la façon dont on aimerait être aimé. C'est pour ça qu'il y a autant de couples qui down. Ouais. L'idée, c'est d'aimer les gens comme eux aimaient être aimés. Mhm. Chaque personne a une langue première de l'amour. OK. Il y a 5 langues de l'amour. Ouais. Il y a, mettons, les affirmations de comment on appelle ça, les compliments. Ouais. Il y a des gens comme ça savent faire des compliments. Ouais. Il y a les services rendus. Il y a quoi d'autre? Il y a le toucher physique, les caresses, les bisous, le sexe, etc. Il y a les cadeaux, les attentions. Et le dernier, c'est les moments de comment ça s'appelle, de qualité. Donc chaque personne, toi, n'importe qui sur Terre, a une langue primaire. Ah, faut la trouver. Une des 5 Ouais. qui te remplit. Qui remplit on appelle ça un espèce de réservoir émotionnel. Ouais. Si ta blonde entend et comprend ta langue à toi et qu'elle l'applique, tu vas avoir un réservoir rempli et tu vas tout le temps rester amoureux d'elle. Et si elle ne le sait pas, si elle n'est pas certaine, est-ce que le fait de m'embrasser, ça peut l'aider à trouver la réponse? Non, je pense pas. Mais pour vrai, si elle le sait pas, et puis je pense que la majorité des gens ne le savent pas parce qu'on n'est pas au courant de ça, ton réservoir émotionnel diminue, Wow. jusqu'au moment où ça fait je suis plus amoureux d'elle, on n'a plus rien à faire ensemble, et les gens se séparent. Sauf que c'est pas vrai. Tu peux être au moment où dire on va se séparer, comprendre ce symbole-là, ce système-là, et repartir là-dedans. J'étais dans une période avec ma blonde, moi, assez difficile, dernièrement, et j'ai compris que c'était pour ça. C'était pour ça, parce que je n'avais pas compris ce principe-là. Et aujourd'hui, je le comprends, puis ça a tout changé mon couple. Qui est simple, mais en même temps, juste le fait de l'identifier. C'est incroyable. Parce que moi, je ne connais pas le livre dont tu es en train de nous parler, mais ça pique ma curiosité, puis c'est sûr, je vais aller me le procurer. C'est incroyable, Pat. Souvent, et je leur dis, on aime les gens comme nous, on aimerait être aimés. Ah, mais ma femme, je comprends pas, je l'aime, je lui dis que je l'aime, je lui parle. Mais ça, c'est ce que tu veux, toi. Oui. Mais ça, c'est ce qu'elle veut, elle. Ah. Pense à ce qu'elle veut, elle. Donc, ça revient à la communication, hein? C'est la base de l'humain. Ça revient à la base, puis connaître ta conjointe ou ton conjointe. Mais je te dis, c'est un outil simple, mais pourtant merveilleux, Pat. Je le recommande à n'importe qui. Puis si je réécris un autre livre, ce que j'ai envie de faire, je vais parler de ça. Parce que c'est un outil, moi, que je trouve merveilleux. Parce que c'est comme ça que je travaille. On m'a donné un bon conseil un jour. On m'a dit, peu importe ce que tu vas faire, fais ce que tu aimerais voir. Ah. Fais ce que tu aimerais voir. Oui. Moi, que ce soit sur scène, que ce soit sur le web, que ce soit dans mes livres, je fais ce que j'aimerais voir. Et ça, c'est un outil que j'aurais aimé dans un livre. Et oh, waouh, quel bel outil. Fait que je vais le mettre dans mon prochain livre. C'est ça, c'est des outils. Toi, ça revient souvent le mot outil. Oui. T'aimes être outillé pour savoir que t'es plus équipé pour avancer dans la vie. Oui. Puis tu sais, moi, je suis pas là nécessairement pour inventer des outils. Moi, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup de choses, puis je les cite, je les réécris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Peut-être tous les outils existent, sauf que c'est pas tout le monde qui les a lus. Fait que les répéter. Peut-être tu lis beaucoup de ces livres-là, puis beaucoup de ces livres-là se répètent. Toujours les mêmes outils, mais dit différemment. Exact. Sauf que toi, tu as lu un livre il y a 2 ans, tu n'étais pas là. 2 ans plus tard, tu en lis un autre qui dit la même chose que tu as lu il y a 2 ans, mais tu es rendu là. Fait que ça va te servir à ce moment-là. Et ça te parle à ce moment-là. Ouais. Fait que répéter ces outils-là d'une façon différente va juste te servir à toi, mais à un autre moment. Fait que c'est super bon de répéter les choses différemment. Puis des fois, on a tendance aussi à les oublier. Tout à fait. Puis là, le fait de relire ou de lire un nouveau livre qui parle du même sujet, mais apporté d'une manière nouvelle. C'est exactement ça, Pat. Ça aide aussi, parce que des fois, on peut avoir tendance à s'endormir. Hein? À oublier. Tu as parlé du livre qui t'a marqué. Rappelle-moi le titre, s'il te plaît. Ça s'appelle Les 5 langues de l'amour. Oui, ça, je vais m'en souvenir, et probablement beaucoup de gens qui nous écoutent à l'instant. Un film, toi, qui t'a marqué. T'as-tu un... Braveheart.
Ah oui, hein? Cœur vaillant. Oui, moi j'ai adoré aussi. T'as aimé ça? Ah ouais, je peux... ça a été un film après ça, j'étais dans le métro Mont-Royal et j'ai poussé un cri comme Braveheart. T'es sérieux? Et je suis allé mettre fin à cette relation amoureuse qui n'allait plus. Grâce à Mel Gibson. Ouais, je suis très sérieux. Oh wow. Ouais, tout le monde s'est éloigné et qui s'est demandé, mais c'était un cri primaire, tout ça qui montait en moi, mais j'ai adoré ce film-là aussi. Mais toi, c'est quoi la raison pourquoi que ce film t'a fait vibrer autant? Écoute, pour la liberté. Ah. C'est ça qu'il prône là-dedans, c'est la liberté de son pays. Ouais. Mais je pense la liberté, il y a aussi, je pense, le message de la liberté individuelle et se sentir libre. Ouais. Je pense que c'est ça le but de... Et puis tu sais, on parle souvent de ce bien-être, tout ça. D'ailleurs, on est sur radio mieux être, mieux vivre. Ouais. Ou mieux vivre, mieux être. Mais je pense que c'est ça, c'est se sentir libre. Sentir libre autant intérieurement qu'extérieurement. C'est ça, je pense, qui nous rend plus légers. C'est sentir libre. Parce que tant que tu n'as pas guéri tes blessures, parce qu'on a tous vécu des blessures, des traumatismes, des peurs, des hontes, tant que tu n'as pas guéri ça, tu n'es pas libre de ça. Ça revient, ça remonte. Tu retombes nécessairement dans la pensée, tu retombes dans l'angoisse, dans le stress, tu retombes dans le jugement de toi-même. Fait que se libérer de ça, je pense que c'est le secret de la vie, finalement. Tu sais, souvent, on demande c'est quoi le but de la vie. Moi, je pense que c'est être heureux, c'est être bien. Et souvent, on demande c'est quoi le bonheur. Puis il y a 1 million de définitions du bonheur. La mienne, c'est se sentir bien avec soi, être en paix avec soi. À partir du moment où tu es en paix avec toi, je pense que peu importe ce que tu vas faire ou ce que tu vas avoir, tu vas être en paix. Fait que je pense que c'est ça le but de la vie, être en paix. Puis, si Jérémy a la chance, il y a une machine à voyager dans le temps qui existe, je pense qu'on a la chance aujourd'hui de vivre dans un lieu géographiquement parlant, que la liberté est quand même très, très mise à l'avant, mais on oublie la liberté, ou peut-être que tu vas décider de l'explorer, mais tu peux voyager n'importe où à travers l'histoire. À quelle époque tu aimerais remonter? Que tu aimerais se dire, hey, cette période-là ou de l'humanité ou ce pays-là, à ce moment-là, j'aimerais ça aller visiter pendant, je sais pas moi, comme... Écoute, j'irai à 2 endroits. Un, j'irai voir s'il a existé Jésus. Je sais pas s'il y a des gens qui disent que oui, d'autres qui disent que non, je le sais pas. Je suis pas un expert là-dedans. Mais si vraiment il a existé, j'aimerais aller jaser avec cet homme-là. Il avait l'air intéressant, le monsieur. Ouais. Avec tout ce qu'il a pu... Tu penses qu'il y avait de l'humour? Je pense que oui. Mais tu sais, ça c'est juste des croyances. Mais en même temps, moi aussi, je pense qu'il y avait de l'humour. Mais s'il allait exister, je chaserais un quart d'heure, 20 minutes avec lui. Tu vois, je serais curieux de savoir ce qu'il allait dire. Et j'irais jaser aussi avec Hitler, bizarrement. J'aimerais comprendre pourquoi. J'aimerais comprendre comment on peut arriver là. Parce qu'il n'est pas arrivé à tout seul, il est arrivé là parce qu'il a vécu des choses dans sa vie. Il n'a pas été saint d'esprit, il n'a pas eu des parents qui l'ont aimé à la folie. En tout cas, je juge là, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Comment on peut faire quelque chose d'aussi effroyable et aussi difficile et aussi horrible. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Donc, les deux séparés ou les deux en même temps, t'aimerais les rencontrer? Tu sais quoi, ce serait marrant les deux en même temps? Ça serait un bon souper à 3. Quand même, ouais. Je paye le bill. Jésus, Hitler, it's on me. Mais Jésus fournit le vin. Jésus fournit le vin. Ouais. Jérémy peut partir demain n'importe où à travers la planète. Dans quel pays il décide de visiter et pourquoi? Écoute, je vais à Bali. Je suis allé là-bas. T'es déjà allé, pas? Non, mais mon ami, un de mes amis qui revient d'être là, il m'en a parlé, puis je suis tombé... Non, je me suis élevé en amour avec ce pays sans même le connaître. Ah ouais, hein. Moi j'ai adoré. C'est un peu une terre spirituelle et la plupart des gens qui vont là-bas, beaucoup, sont un peu dans ce même aura-là, cette même énergie-là de mieux dans leur vie. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Un calme et une zénitude et une paix que j'avais jamais vue avant. Bali, moi, je passerais 6 mois par année là-bas si je pouvais. Super. Un souvenir heureux? Un souvenir heureux? Un souvenir heureux, à part ton arrivée au Québec. Un souvenir heureux, je pense, je me revois avec mon père quand je dormais sur sa bedaine. Il avait une bedaine. Et à chaque fois que je me collais l'oreille sur sa bedaine, j'entendais... La mer. T'entendais la mer? J'entendais la mer dans sa bedaine. Dans la bedaine du père. Exactement. J'entendais la mer, puis je sais pas, c'est un souvenir que j'ai en moi, puis que je garde profondément ancré. Ah, wow, c'est beau. Hey, j'ai envie de te faire jouer un petit jeu. Oui. J'ai ici des tables avec des mots. Et puis, dans le fond, j'ai sorti mon dé, je réfléchissais à ça, on n'aurait même pas besoin de dé. OK. À chaque fois, j'ai des tables de 1 à 6, puis les mots sont comme mis dans des grilles. Je vais te dire un mot, puis à partir de ce mot-là, ça va te servir de tremplin pour partir sur un sujet. OK. On essaie ça, on va voir ce que ça va donner. Donc, un chiffre de 1 à 6.
5. 5. Donc, on va à la table 5. 1 à 6, encore une fois. Je suis à la table 5. 6. 6. Et encore une fois, 1 à 6. 4. 4. Et maintenant, le mot de 1 à 6. 3. Un salon. Un salon, Pat. As-tu fait beaucoup de salons de livres? J'en ai fait un. OK. Ah, merci de me parler. J'aurais pensé à autre chose. Mais salon de livres, j'en ai fait un parce que mon emploi du temps me permettait juste d'en faire un. Et j'ai adoré ça. J'en avais jamais fait avant, ni en tant qu'auteur, ni en tant que client. Ouais. Et j'ai adoré ça. Rencontrer les gens comme ça qui viennent te voir pour te parler du livre, de leur vie, de eux. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Et je devais rester là-bas 1h30. Je pense que je suis resté là-bas pendant 3 heures. Fait que j'ai vraiment adoré. Les gens avaient déjà lu ton livre ou ils venaient se le procurer, puis c'est un mélange des deux, j'imagine? Écoute, il y avait un mélange des deux. Il y avait un mélange des deux et je suis surpris, quand je te dis, je suis surpris de cet effet-là, du succès de ce livre-là, parce que je suis arrivé au salon du livre, puis tu sais, t'as les stands, il y a 1000 stands d'auteurs qui sont là. Ouais. Puis moi, on me disait, il y a un line-up depuis 30 minutes de gens qui attendent. Ah ouais? Et je suis, comme je te dis, et je dis pas ça par arrogance. Non, c'est pas le même qu'on le sent, non? Non, je dis ça par... surprise. Surprise, tu sais, je pense, ça c'est une croyance que j'ai, je suis pas auteur de mes choses. Peu importe ce que je fais, je reçois des choses. Uh-huh. C'est un peu comme ça que je vois ça. Puis j'avais entendu un jour Bono parler de ça. Et un gars qui s'appelle Jason Mraz aussi, en disant qu'on est des émetteurs et qu'on reçoit des idées, qu'on te retranscrit, un peu comme des radios finalement, on retranscrit des choses. Et j'avais aimé l'idée, puis ça me parle beaucoup. Fait que je suis pas nécessairement, je me considère pas auteur de ce livre-là. Je me considère, je sais pas comment on appelle ça, émetteur, écrivain d'idées que j'ai eues puis que j'ai vécues. Fait que je suis complètement humble par rapport au succès de ce livre-là. C'est pas moi qui ai le succès, c'est ce livre-là qui a été passé à travers moi. Okay. Fait que je suis juste spectateur, comme n'importe qui, du succès de ce livre-là. Et je trouve ça beau, je trouve ça beau. Tu sais, c'est ça, je trouve ça beau parce que je me porte pas nécessairement responsable de ça. C'est bon. Puis, toi, tu as dit que merci parce que tu avais déjà une idée en tête du mot salon. Toi, qu'est-ce que ça a fait surgir en toi quand... c'est marrant, salon, je pensais au salon quand j'étais petit. Je vivais dans une maison avec mon père avant qu'il meure, quand j'avais 8 ans, et je pensais à ce salon-là. Un vieux salon des années 1243, genre, que le Titanic n'était pas inventé. Et puis je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce salon-là que je suis allé revisiter, by the way, il y a 6 mois, et ça m'a fait... Dans quelle ville, ça? C'était à côté, à Dijon, en Bourgogne. OK, ouais. Et je suis allé revisiter, j'étais plus allé là-bas depuis que mon père était mort. Et ça m'a fait quelque chose, c'était beau de revoir où j'avais vécu pendant longtemps avec lui, puis c'est quelque chose, ça m'a rappelé ça. Là, donc, tu es allé sonner, je suis curieux, tu es allé sonner chez les gens que tu connaissais pas? J'ai vécu ici quand j'étais jeune, j'aimerais ça. En fait, les propriétaires, c'était un espèce de centre équestre, on vivait dans un centre équestre à l'époque. OK. Et donc le propriétaire nous connaissait parce qu'on avait vécu longtemps ici, et il savait que mon père était mort parce que c'était des bons amis à mes parents. Fait qu'arrivé là-bas, j'étais pas inconnu, mais je suis allé là-bas vraiment sans appeler avant, en disant c'est moi Jérémy. Le petit Jérémy a grandi. Le petit Jérémy a grandi, je m'en viens voir. Je m'en viens voir où j'ai vécu. Et puis, ils m'ont accueilli, ils m'ont refait visiter le château. Puis c'était une espèce de château, en fait. C'est pas un château, mais ça avait une forme de château. OK. Mais mes parents louaient une partie de ça, là, comme une petite maison de ville. Là. Mais c'était marrant de revoir tout ça. Puis ton enfance, ça a été une enfance joyeuse? C'était une enfance très joyeuse. J'avais un père qui travaillait beaucoup, parce qu'il avait une peur de manquer d'argent. Okay. Fait qu'il travaillait énormément, mais j'ai eu des parents très aimants et présents pour quand ils étaient là. Puis je pense que j'étais assez équilibré côté amour. Ils m'ont donné beaucoup d'amour, mes parents. Et ma mère, beaucoup plus qu'elle aurait dû. Je sais pas si on peut plus qu'elle aurait dû, mais beaucoup plus que je pense qu'elle l'aurait fait si mon père était encore en vie. Mm-hmm. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents et une mère surtout très, très présente. Puis t'avais-tu déjà, à ce moment-là, j'imagine, mais je te pose la question, t'avais-tu déjà ton imaginaire qui était très allumé quand t'étais jeune? Comment? Écoute, ma première vraie blague, j'ai fait le jour du décès de mon père. Pour vrai? Ouais. On était avec ma soeur, puis il montait à cheval, puis il a eu une crise cardiaque, et on l'a vu mourir un peu. Et on nous a écartés de la scène, ma soeur et moi. Et 1 heure plus tard, il y a une dame qui est venue nous voir, qui nous a dit à tous les deux, vous n'aurez plus jamais de papa. Vous le reverrez plus jamais. Et moi, j'avais 8 ans, ma soeur avait 11 ans, et ma soeur a fondu en larmes. Et moi, on dirait que je me suis coupé de mes émotions. Je suis devenu l'homme de la famille d'un coup. Et j'ai regardé ma sœur et je lui ai dit, c'est pas grave, on en retrouvera un autre. Elle l'a pari. Non, j'imagine. Mais moi, je la trouve très drôle. Sur le moment, je la trouve très drôle. Je la trouve encore très drôle aujourd'hui. Parce que tu peux pas aller chez Ikea puis demander la réquisition papa pour en avoir. Ouais. Mais c'était ma première blague.
Et peut-être que ça a commencé là, le fait de vouloir devenir humoriste. Peut-être que... Parce que j'allais dire, cette femme-là, ce qu'elle t'a dit, c'était vraiment ignoble de dire ça ignoble. à des enfants. Je sais pas si c'était ignoble, elle l'a dit comme elle l'a dit. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Il n'y a pas de... Tu sais, comment le dire autrement que vous le verrez plus jamais. Votre papa est mort. C'est la vérité. Je sais pas si c'était ignoble. Je pense que c'est sorti comme ça, puis sorti parfaitement comme ça. Mais je trouve drôle la réaction. Tu sais, ce jour-là où je me suis dit que je vais être humoriste, j'ai réagi. Tu sais, parce que c'est ça un peu les humoristes. C'est des gens qui ont des douleurs en eux, puis qui servent de l'humour pour couvrir cette douleur-là au départ. C'est plus mon cas aujourd'hui, mais ça a été longtemps mon cas. Et donc je pense que ça a peut-être commencé ce jour-là. Peut-être que grâce à la mort de mon père, aujourd'hui je te parle. Puis est-ce que ton père, c'est son genre d'humour, ce que tu as fait à ce moment-là? Je le sais pas. OK. J'avais 8 ans, fait que je connais pas le genre d'humour de mon père, mais apparemment, on me dit qu'il était très drôle. OK. C'était un gars très, très drôle, mais j'ai jamais eu la chance de connaître ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est le comique et le dramatique, c'est très, très relié. Ça prend pas grand-chose pour que ça bascule, autrement dit. Tu sais, le besoin de faire rire, ça vient d'un mal-être profond, je pense. La plupart des gens, quand tu leur parles sérieusement, puis moi j'ai un oncle qui est comme ça, il part à la blague. Dès qu'il est un peu deep, il fait un jeu de mots, il fait une boutade, il part. Parce qu'il a pas envie de rentrer dans quelque chose qui fait mal. Les gens ne veulent pas faire face aux choses qui font mal. Et ça, je le comprends très bien. Ce qui fait qu'on part dans la boutade. Et les humoristes, je pense, beaucoup ont vécu des choses difficiles, ont vécu peu importe, des peurs, des hontes, des traumatismes, ce qui fait qu'ils veulent couvrir ça par des blagues. Ouais. C'est une espèce de moyen de défense qui devient un métier, finalement. Comme une soupape aussi, puis les gens vont voir, ça soulage, le rire. Hein, on parlait le fait d'être libéré pour toi, c'était dans Braveheart, c'était super important de vivre ça, la liberté. Oui. Je pense que l'humour, ça permet ça aussi beaucoup. Là. L'humour permet ça. L'humour permet de s'exprimer. L'humour permet de sortir les choses qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent que c'est thérapeutique. Ouais. Payer pour recevoir de l'argent pour être en thérapie sur scène. C'est drôle, mais c'est un peu ça. Après, c'est à quel point tu es capable de faire face à toi-même. Je pense que c'est la difficulté la plus grande de l'être humain. Tu sais, souvent, notre vie s'améliore quand on prend des risques. Ouais. Et le plus grand de tous les risques, c'est de faire face à soi. C'est une phrase de Walter, je sais plus comment, Higgins, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est de faire face à soi. Parce que c'est ça qui fait le plus mal. C'est de se regarder et puis de dire, je suis comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je ressens ça. Puis d'essayer de nettoyer ça. Je veux rejouer au petit jeu avec toi. Cette fois-ci, on y va avec le dé. Tu le roules juste une fois. C'est un petit jeu que je me suis fait ici avec mon carnet. C'est 3. Alors... un lieu ressourçant pour toi. Un lieu ressourçant pour moi. Écoute, aujourd'hui, le privilège de dire chez moi, ma maison. T'habites en ville? J'habite à Saint-Bruno. Hein? Ouais. J'ai grandi là. T'as grandi là? J'ai grandi là. Ouais. Quelle rue? La rue Cadillac. Hein? Tu me niaises? Non, je pas sur la rue Cadillac, mais je suis à Saint-Bruno et j'ai trouvé un havre de paix. On a longtemps cherché avec ma blonde une maison où on voulait. Et un jour, elle l'a trouvé, puis elle a dit, j'ai trouvé notre maison. Ah ouais. Et c'est un havre de paix. Je suis très privilégié. On s'est fait un petit coin derrière avec des chaises, puis un hamac. Puis aujourd'hui, c'est un endroit qui me ressource. Es-tu près de la montagne? Elle est près de la montagne, oui. J'allais là souvent dans ma jeunesse. J'y vais encore. J'adore y aller la nuit. Ouais. Pour les chevreuils. Puis c'est tranquille la nuit. Il n'y a pas personne. Il y a juste des chevreuils, toi, puis un hibou. Ah, cool ça! Ben, c'est vrai, c'est vraiment apaisant. Puis il y a des lieux. Puis c'est bien aussi d'y aller durant la journée. Mais la nuit, moi, j'adore la nuit parce que c'est tout le côté ressourçant, tranquille. Mais tant mieux si tu as déjà trouvé ton havre de paix. As-tu peur la nuit d'aller dans les bois? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça, c'était intéressant parce qu'à un moment donné, je me promenais dans la montagne à Saint-Bruno la nuit. J'étais très jeune, 17-18 ans. Et puis, j'entendais des bruits dans le bois. Puis là, j'avais peur. Tu sais, c'est mon imagination qui est partie. Ça peut être un serpent, ça peut être quelque chose de dangereux. Puis là, ça part, ça peut être quelqu'un qui me veut du mal. Là, finalement, j'ai décidé... spontanément, je me suis dit, quitte le sentier, entre dans la forêt. Et là, j'ai fait un avec les bruits. Tout s'est apaisé. C'était juste des peurs que je me construisais dans mon esprit. Ton mental Et voilà. Ton mental en apparaît tout à l'heure. Ouais, le mental qui est parti en fou. Intéressant. Ouais. Wow, bravo. Alors, c'était une belle... très cool, un beau moment. J'aime ça. Fait que, voilà. Puis, oui, c'est ça, je vais refaire le jeu avec mes mots que j'ai ici. Donc, tantôt, tu vas le dire 4 fois là, entre un chiffre de 1 à 6. On repart ça avec les tables que j'ai ici avec des mots. OK, j'irai avec 2. Parfait. 2. Ensuite. 2, j'irai 3. 3. Ensuite. 5. 5. Et... oui, dernier ici. Dernier... 4. 4. Une banane. Une banane.
C'est un fruit que j'aime beaucoup manger. Paraître la banane. Je mange régulièrement des fruits le matin et j'aime manger de la banane. J'ai pas plus d'inspiration pour la banane. Mais Charlie Chaplin définit la surprise comme ceci, en humour. C'était le vilain qui court après la fille, tout ça. Puis là, il veut l'attraper. Puis là, oups, il y a un trou. Non, excuse-moi, je viens de donner le punch finalement. Il y a une banane. La fille saute par-dessus la banane. Le vilain aussi, mais il tombe dans un trou de construction. Ça, pour lui, c'est la surprise. Ok, ouais, effectivement. T'aimes-tu la chanson aussi? Non, mais laissez-moi manger ma banane. On va voir s'il n'y a pas un autre mot plus inspirant que banane. Ou il y a Bernard de Rome, paraît-il, que des fois, il y avait un humour insoupçonné. À un moment donné, on l'a mis au défi de dire banane 3 fois durant son bulletin de nouvelles. Okay. Et il a commencé en disant Madame, monsieur, bonsoir. Oh, wow! Ça va être marrant. Alors, on joue une dernière fois que ce jeu-là. Oui. 1 à 6. Oui, 3. 3, parfait. Un autre 1 à 6. 5. 5. Une autre fois. 7. 7. Je t'ai eu. Tu m'as eu. 2. 2, parfait. Dernier. 3. 3. Oh mon Dieu, un jet. Qu'est-ce que le jet représente pour toi? Je vais laisser les gens se faire leur propre image. Ça ne te dérange pas? Ouais, c'est mieux comme ça. Nous sommes sur Radio Mieux Vivre, Mieux Être. Et le jet est présent ce soir. Et voilà. Retour au cours de yoga. Retour au cours de yoga après le jet. Okay. Après le jet. Non, mais plus sérieusement, quelqu'un que tu admires beaucoup. Jason Mraz. T'en as parlé tout à l'heure. Ouais, un chanteur quand même très connu. Tu connais Jason Mraz, Pat? Non, pas du tout. I'm yours. Well, you down me and you bet I felt it. Non. Pourquoi tu le... Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il chante l'amour. Il y a un calme dans ce gars-là que j'aime. À un moment, il venait en tournée, puis il était à Montréal, puis il est venu à l'émission de Salvaille. Puis il finit sa chanson, puis Salva, il lui dit « Alors, tu sais, un peu excité à Eric, alors, tu vas faire quoi? T'es 3 jours à Montréal, tu vas aller dans les bars, faire le party? » Et lui, hyper calme, « Non, je pense que je vais aller faire du yoga parce que je suis en tournée, puis j'ai pas beaucoup de temps. » Tu sais, hyper posé, hyper... Tu sais, tout à l'heure, on parlait de ruisseau. Ouais. Après moi, ce gars-là vit dans le ruisseau. Vraiment, mais pour vrai, il est vraiment totalement calme, totalement posé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime ce qu'il dit. Je connais pas ce qu'il est parce que je le connais pas. Mais j'aime ce qu'il dit, puis j'aime ce qu'il dégage. Fait que Jason Mraz. Jason Mraz. Ça, c'est un gars qui est originaire de... Je crois qu'États-Unis. Uh-huh. Et il chante des magnifiques chansons avec des magnifiques paroles qui chantent beaucoup l'amour. L'amour, puis la joie de vivre, puis tout ça. Puis moi, ça me parle beaucoup. Le plus grand rêve de Jérémy Demé, c'est quoi? Autant au niveau, que ce soit au niveau professionnel ou personnel? Écoute, j'ai plus de rêve au niveau professionnel. Okay. J'en avais un avant, c'était de faire ce métier-là. Et aujourd'hui, je le vis. Je sais pas si c'est un rêve, un désir d'avoir des enfants. Mm-hmm. J'aimerais donner ce que moi, j'ai pas eu ou pas eu longtemps. Fait que des enfants. Et puis, j'aimerais ça avoir j'ai écrit un concept d'émission de caméra cachée que j'aime beaucoup. Et j'aime les caméras cachées en général. Fait que j'aimerais que ça se réalise. Parce que ça, pour ceux qui sont pas au courant, t'en as fait beaucoup des trucs comme ça que t'as mis sur le web. Ouais, exactement. Ouais. J'aime beaucoup les caméras cachées. J'aime de voir à quel point au Québec, jusqu'où on peut aller. Ouais. Les gens sont tellement gentils et tellement ouverts que tu peux aller à des endroits mais illimités. En France, je serais mort. Je serais mort, Pat. Je serais mort ou condamné en prison à vie. Au Québec, les gens sont tellement ouverts, ils te laissent aller loin. Je trouve ça un peuple. C'est pour ça que c'est un peuple merveilleux. Entre autres, c'est un peuple ouvert et très patient, je trouve. Mais ça rejoint ta valeur de la liberté. Un peu, oui. Tu ressens ça beaucoup. Oui, vraiment. Puis t'es un gars connecté, tout ça. Dis-moi donc, dans les dernières semaines, les derniers jours, 3 événements ou ça peut être des petites actions que tu as de la gratitude. Un mot, un geste, une rencontre. Écoute, me lever le matin. Ça, pour ça, j'ai de la gratitude. Mais pour vrai, t'es vraiment un gars qui tu te lèves le matin puis t'as de la gratitude. Là. Tu t'es reconnaissant d'être vivant. En fait, avant, j'en parlais beaucoup de la reconnaissance. D'ailleurs, j'ai un bracelet où il y a écrit dessus I'm grateful. Oui. Parce que je suis reconnaissant, ça tenait pas dessus. C'est trop long. Mais, et j'en parlais beaucoup avant. Je disais beaucoup merci consciemment. Et maintenant, aujourd'hui, comme je parlais tout à l'heure, je ressens ça. Mm-hmm. Je ressens la reconnaissance à l'intérieur de moi. Okay. J'ai plus besoin nécessairement de le dire parce que je la ressens, cette reconnaissance-là. Okay. Mais donc, je suis reconnaissant pour absolument tout.
Parfait. Tout ce qui vient à moi. Puis même les choses mal qui me rendent impatient sont là pour me faire grandir. Fait que sur le moment, des fois, je rentre un peu dans l'émotion, puis je rentre dans ma frustration. Mais finalement, je me rends compte que c'est là pour me faire grandir et cheminer. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour tout. Ça, c'est une gratitude. Tu te lèves le matin, t'en as-tu une deuxième qui te vient, qui monte en toi? Non, mais comme je te dis, je suis reconnaissant pour ma maison, je suis reconnaissant pour la relation que j'ai avec ma blonde, je suis reconnaissant général, ouais. Je suis reconnaissant d'être là avec vous, parce que je prends le temps de parler des choses qui me passionnent. Aujourd'hui, je suis constamment dans cette reconnaissance-là. Je dis merci vraiment pour tout ce que je suis devenu, puis tout ce que je peux partager avec les gens. Fait que je suis constamment dans le remerciement. J'ai pas à le dire. Maintenant, je le ressens. Je suis reconnaissant pour tout, Pat. Pour 1000 choses. Le Jérémy actuel rencontre le Jérémy futur qui a 88 ans. Oh! Qu'est-ce que le Jérémy de 88 ans dit au Jérémy d'aujourd'hui? Il va lui dire merci d'avoir fait ce travail-là sur toi. Ah. Merci d'avoir pris le temps de travailler sur toi et de devoir te nettoyer et de vouloir aller vers un meilleur. Parce que c'est grâce à ça qu'on a eu, toi et moi, une vie merveilleuse. Super. Puis maintenant, on fait le contraire. Ouais. Jérémy actuel retourne dans sa jeunesse vers le petit Jérémy. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé beaucoup? Est-ce qu'il y a des choses à lui dire pour le rassurer? Il lui dirait « Salut, je suis toi dans 20 ans. Fais-moi confiance. Ça va bien aller. » Wow, super. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme dans les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Que ça continue. Que la vie continue à couler, que ça continue, que je continue à trouver d'autres outils pour continuer, que je continue à écrire des livres, que je continue à faire ce que j'ai à faire, que un jour j'ai des enfants, que la vie continue à couler. Puis quand tu as des enfants, as-tu déjà comme une vision de combien t'en veux? Ou... J'aimerais en avoir 2. J'aimerais, si tu me demandes dans un monde idéal, j'aimerais avoir un gars et une fille. Ouais. Qui est un peu, je pense, le classique. Ouais. Mais c'est ça. J'aimerais avoir un gars parce que j'ai manqué mon père et j'aimerais vivre cette relation-là que j'ai pas vécue. Et j'aimerais avoir une fille parce que je suis sûr que ça va être absolument extraordinaire d'avoir une petite fille folle amoureuse de son père pendant au moins 5-6 ans. Non, mais je veux partager ce que j'ai... Tu sais, j'avais entendu quelque chose de beau par rapport aux enfants. Nos enfants sont pas nos enfants. Mm-hmm. C'est les enfants de la vie. Et pas juste à travers nous. Parce qu'un jour, ils vont partir puis ils vont avoir leur vie. Puis je pense qu'on est juste là pour les guider par rapport à ce qu'on sait, puis leur partager des choses. Fait que je vois ça un peu comme ça. Je vois ça un peu comme je te parlais par rapport au livre. C'est pas nécessairement mon livre, c'est un livre qui est passé par moi. Fait que je vois ça un peu pareil avec mes enfants, avec mon argent, avec tout ce que je peux avoir. Ça passe à travers moi, j'en profite pendant un temps, puis ensuite ça va à quelqu'un d'autre. Fait que je vois ça un peu comme ça. J'ai hâte de découvrir quels enfants je vais avoir. J'ai hâte de découvrir parce qu'ils arrivent avec un karma, ils arrivent avec leur caractère, peu importe qui on est. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi ces gens-là. Depuis combien de temps tu t'es transformé d'après toi? Écoute, ça a commencé en 2009. Avec la dépression. Grâce à la dépression. Grâce à la dépression. Et ça a avancé progressivement. Et je pense une énorme... En fait, c'est toujours progressif. Chaque transformation est importante. Mm-hmm. Si dans la vie, tu veux courir un marathon, si tu n'arrives pas à courir, puis après 1 kilomètre, c'est important le kilomètre. C'est pas quand tu arrives au 25e qui est important. C'est le premier et nécessaire pour arriver au 25e. Ouais. Fait que tout a été nécessaire. Mais je te dirais qu'un gros step, ça a été il y a à peu près 2 mois, où là, j'ai ressenti vraiment une paix. Une paix profonde de tout ça, de lâcher prise, de plus d'efforts. C'est à peu près, c'était début mai. J'ai vraiment dans la tête, ça m'a marqué. Et c'est depuis ce jour-là où vraiment j'ai un step une confiance, une foi. Et je parle pas de foi religieuse, je parle de foi en la vie. Ouais. Que peu importe ce qui arrive, même si c'est effroyable, demain ma blonde décède, qui serait horrible. Ouais. Mais j'ai une foi en dessous de la tristesse qui me dirait ça arrive bien. Okay. C'est là où je suis rendu dans ma vie, puis je suis reconnaissant pour ça. C'est très bon. Puis quand tu parles de ton ressenti, là, c'est physiquement? Oui. Je ressens. J'ai beaucoup été dans le mental longtemps pendant ma vie. Aujourd'hui, je suis dans le ressenti, je suis dans les émotions. Donc oui, je ressens cette quiétude-là. Je ressens cette paix, je ressens cette foi que tout arrive bien. Et si tu ne l'as pas, comment tu fais pour la retrouver? En fait, vu que je suis déjà rentré dedans, je sais ça fait quoi de ressentir ça. Fait que tu peux retourner dedans avec la méditation, avec le calme, avec le yoga. Mais vu que je suis allé dedans une fois, je peux y retourner maintenant, aujourd'hui. Comme n'importe qui d'ailleurs. Je suis pas meilleur qu'un autre. Hein. Depuis tout à l'heure, je parle, mais n'importe qui est capable de faire ce que je fais. On est juste tous égaux, puis c'est juste quelqu'un qui a pris plus de temps pour ça, mais tout le monde peut arriver à ça. Super. Hey, merci beaucoup, Jérémy Demé. C'était un plaisir. T'es excellent, Pat, au passage. Hey, merci beaucoup, c'est gentil. Alors voilà, ça conclut l'émission
d'aujourd'hui. Alors, de retour bientôt et portez-vous bien tout le monde.